Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est Windows sur ma chaîne. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas encore, c'est la première vidéo de ma chaîne qui le voit. Mais je suis un gros utilisateur de Linux. D'ailleurs pour l'instant cette chaîne YouTube est très axée sur Linux, mis à part quelques présentations de produits que j'ai pu faire de temps en temps, ou des vidéos comme celle sur le PC des poubelles par exemple. Je suis vraiment un gros utilisateur de Linux et toutes mes autres vidéos portées sur Linux. La seule machine que j'ai chez moi sur Windows, c'est une tablette sur Windows 10. Donc c'est une petite tablette chinoise à la con de Honda avec un Intel Atom. C'est même pas une convertible avec le clavier, hein, c'est juste tablette. Au passage, je déconseille fortement un Android, je trouve, est largement supérieur en ce qui concerne les tablettes. Après, peut-être pour les convertibles qui deviennent des PC, peut-être un petit peu différent, mais juste tablette Android est largement supérieure. Et je peux même pas la passer sur Linux, cette tablette, à cause des drivers de l'écran tactile. Non seulement ça qui serait pas forcément reconnu, puis même pour booter sur une clé USB, j'ai jamais essayé sur cette tablette, mais c'est possible que ce soit un petit peu la merde. Donc voilà, je suis obligé de la laisser sur Windows. Et franchement, ça me fait chier parce que autant au début je me disais, ouais, c'est vrai que je suis un utilisateur de Linux, mais ça peut être pratique Windows, par exemple, comme pour paramétrer mon imprimante, tout ça, mais honnêtement, j'ai sinon Windows installé sur un autre disque dur. Et ce que je peux faire, c'est mettre ce disque dur dans mon PC, booter sur Windows, juste le temps de régler le truc, par exemple avec l'imprimante, et après enlever et remettre mon disque sur Linux, et c'est parfait. Je préfère largement faire ça et d'avoir à côté une tablette sur n'importe quel système d'exploitation du monde, mais qui fonctionne correctement, que de savoir que j'ai à disposition tout le temps un appareil Windows, mais d'un autre côté d'avoir ma tablette qui ne fonctionne pas correctement. Et encore, si Windows fonctionnait bien, j'aurais pas forcément de problème, étant donné que c'est une tablette, j'ai aucun fichier trop confidentiel dessus, ou j'ai aucun besoin d'un logiciel en particulier qui existerait que sur Linux. Euh, je préfère quand même largement avoir un truc qui fonctionne, et ça fonctionne pas forcément bien. Bon, enfin, ça commence déjà un petit peu à partir en couille ce que j'ai dit, mais vous l'aurez compris, cette vidéo c'est juste moi qui parle, qui discute de Windows de mon point de vue, comme le titre l'indique, hein, du point de vue d'un utilisateur de Linux. Donc j'ai mis Windows de manière générale, j'ai pas mis Windows 10, même si c'est vrai que cette vidéo va parler de Windows 10, simplement parce que Windows 10 c'est un vieil OS. S'il était tout récent, peut-être que je ferais, peut-être pour les prochaines versions de Windows, je ferai au moment de sa sortie. Là pour l'instant on va dire Windows de manière générale. Sinon, sans ça, pour continuer à me présenter, hein, je connais Linux depuis 2008 et je l'utilise sur tous mes PC, donc sauf la tablette en question, depuis 2012. Et la dernière version de Windows que j'ai possédée, mis à part le Windows 10 de la tablette, donc que j'ai possédé sur un PC, c'était Windows XP. Mais sinon, bien sûr, j'ai pu utiliser Windows 7, Windows 8, Windows 10, que ce soit Vista aussi un peu. J'ai des potes dans un truc à la con, des bibliothèques, à l'université, tout ça. Enfin bon, vraiment un peu partout. Bon, donc on va commencer. Et premier point que je vais vous dire, c'est que c'est de la grosse merde. Et encore là, on peut le dire, parce qu'il y a quelques années encore, on pouvait pas, parce que sur Linux c'était un truc encore vachement sectaire. Il était impossible de faire rien dessus, même quand j'ai commencé Linux, parce que moi, bon, je jouais pas à l'époque, puis je joue que très peu, hein, actuellement, c'est-à-dire environ une fois par mois, hein, voilà. Euh, Moi, ça me posait pas de problème, mais quand j'en parlais avec des gens, à chaque fois c'était ouais, on peut pas jouer sur Linux, tout ça, et même d'autres logiciels, par exemple des bons logiciels de montage vidéo. Bon, il y avait déjà Kdenlive, Live, tout ça, mais c'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. Et enfin, dans Kdenlive, c'est un mauvais exemple parce qu'il était déjà bon à l'époque, mais enfin, tous les autres logiciels. Mais voilà, et c'est plus le cas aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne les jeux, je peux pas parler parce que je suis pas un expert, mais ce que je vois partout de ce que les gens disent sur internet, surtout dans les communautés anglophones, c'est que c'est plus le cas. Certes, il y a encore énormément de jeux qui sont des exclusivités Windows. On commence à pouvoir jouer petit à petit sur Linux. Et ça, c'est donc le jeu, c'est le domaine qui est utilisé le plus souvent. Mais dans tous les domaines, hein, tout ce qu'on pouvait reprocher à Linux, que Linux n'était pas aussi compétent que Windows dans ces systèmes-là, ben c'est de plus en plus erroné. Et donc voilà, donc on peut dire aujourd'hui comme ça publiquement,
Windows c'est de la merde, et sans compromis en restant sur Linux. C'est payant déjà. Alors, je m'en fous de savoir qu'on puisse l'avoir gratuitement, ou presque l'avoir gratuitement et légalement. C'est possible au passage, hein, ça, virtuelle, vous vous doutez bien que je l'ai fait gratuitement, hein, j'ai pas payé une licence pour cette machine virtuelle. Comme mon disque dont je vous parlais tout à l'heure, mon disque dur que je peux mettre dans mon PC pour le booter sur Windows en cas de besoin, c'est pas une copie légitime. Au passage, vous n'avez pas besoin de le craquer. Je vous le dis, hein, c'est en tant que. Même si je vous conseille de passer sur Linux, mais si vous en avez besoin, comme moi personnellement je m'en fous de ne pas payer Microsoft. Vous n'avez pas besoin de le craquer pour l'avoir gratuitement légalement. Il suffit juste de ne pas l'activer. C'est arrivé à une époque, Windows 7, si on l'activait pas, au bout d'un moment, on perdait des fonctionnalités. Là, on perd rien. Les seules fonctionnalités qu'on n'a pas en ne l'activant pas, c'est la possibilité de changer le thème et la possibilité de connecter avec un seul compte en fonction des différents PC. Genre, un PC dans le salon, PC à votre bureau, tablette, enfin voilà, possibilité de connecter avec un seul compte. Voilà, donc les seules fonctionnalités qu'on n'a pas, c'est changer le thème et connecter ça. Donc, tout le reste de Windows, tout, on l'a disponible à 100%, donc sauf ces deux trucs-là. Donc clairement, c'est des choses dont on s'en fout. Hein. Enfin bon, le thème, bon. Le fond d'écran, en fait, on peut le changer. Pas en faisant clic droit, personnalisé, ça marche pas. Mais si vous avez une image, alors je sais pas si on en a par défaut. Hein. Non, bon, enfin, il n'y en a aucune. Et juste, vous allez dans Image, clic droit, définir fond d'écran, une connerie comme ça. Et ça fonctionne donc comme ça. Donc, les seules choses, c'est connecter entre les différents comptes. Ça, on s'en fout. Enfin, c'est du gadget. Oui, ça peut être pratique pour certains trucs, mais notamment la connectivité comme ça. Je m'en sers avec, moi personnellement, Firefox, Sync, pour avoir simplement juste les marque-pages et l'historique partagé. C'est l'unique raison pour laquelle je m'en sers, mais entre système d'exploitation complet, je ne vois pas forcément l'intérêt, et même je trouve qu'il y a forcément même plus intérêt à ce que ce ne soit pas le cas. Hein, simplement pour éviter si on se fait voler son ordinateur ou des conneries comme ça, même si on met un mot de passe et qu'on réagit suffisamment vite de le bloquer, le fait que ce ne soit pas lié, ça peut être peut-être une meilleure chose, et je vois pas vraiment d'avantage à avoir les comptes liés. Donc voilà. Donc oui, donc ce que je disais avant, parce que là j'ai un petit peu divagué, mais enfin bon, cette vidéo elle est faite fonctionner comme ça. C'est que ouais, c'est payant. Donc je sais qu'on peut l'avoir gratuitement. Je viens de vous donner une méthode complètement légale pour l'avoir gratuitement, mais ça reste payant. C'est pas parce qu'on peut l'avoir gratuitement que ça enlève le fait que ce soit payant. C'est comme, on va faire une analogie, petite analogie comme ça qui me passe par la tête. Le code de la route. Imaginez une route, pas une nationale à la con, tout droit, pas de virage chelou, pas de rond-point, pas de truc qui vous ferait ralentir, et pourtant elle est limitée à 70 km/h. Et là vous vous dites, non mais elle pourrait être limitée à 90 par exemple. Et quelqu'un vous dit, et tu peux rouler à 90 dessus. Mais oui, tu peux rouler à 90, tu peux le faire, c'est possible. Tu peux même rouler au-delà, mais enfin bon. Mais ça n'enlève pas le fait que la route est limitée à 70. Et si, même si tout le monde roule à 90 dessus, ça n'enlève pas le fait qu'à la base elle est limitée à 70. Et là c'est exactement pareil, même si énormément de gens l'acquièrent gratuitement, que c'est très simple, qu'on risque rien, et voilà, ça n'enlève pas le fait qu'à la base c'est payant. Et oui, oh, d'accord, on peut l'avoir gratuitement, on l'a gratuitement, j'ai jamais payé pour Windows moi personnellement, mais enfin à part quand j'ai acheté un PC portable avec Windows préinstallé, que donc du coup le prix de la licence est dans le prix du PC. Mais ça n'enlève pas le fait quand même, si à chaque fois je l'ai eu gratuitement, des fois pas trop légalement quand c'est l'époque de Windows 7, enfin j'ai fait des machines virtuelles, parce que je vous ai dit que j'ai pas possédé Windows 7, seulement XP et puis Windows 10 après. J'avais fait à l'époque une machine virtuelle donc sur Windows 7. Et oui, bon là je l'avais un petit peu. Pardon, je te donne un coup dans le micro. Un petit peu fait des trucs pas trop légaux. Mais voilà, même si on peut l'avoir gratuitement comme ça, on n'a pas le fait qu'à la base
c'est payant. C'est pareil. Bon, peut-être que c'était pas la meilleure analogie, mais j'avais pas d'autres idées en tête. Donc si vous avez des meilleures analogies, n'hésitez pas à me les suggérer. Mais voilà, je trouve qu'elle fonctionne. Clairement. Après, bon, peut-être que je pense que ça convaincra pas beaucoup de gens qui n'étaient pas convaincus avant. Enfin bon, c'est juste comme j'ai dit une petite vidéo pour exposer mon point de vue. Rien de plus. Et d'ailleurs, discutez-en, discutez-en avec moi dans les commentaires, tout ça, ça serait très très instructif, comme toujours. Alors, point suivant, l'interface, elle est bien. Elle est bien, clairement. On va pas cracher sur ça, mais elle est pas personnalisable. Alors, c'est la même interface, parce que quand on critique cette interface, les gens peuvent nous dire des Windows Phil ou des Linux sceptiques ou entre les deux. Ils peuvent nous dire, ouais, mais il y a énormément de distributions Linux, que ce soit Linux Mint, que ce soit Ubuntu, que ce soit des trucs sur KDE qui ont un affichage similaire. Mais la différence, c'est que c'est extrêmement personnalisable Linux. Donc certes, quand on déballe entre guillemets la distribution, quand on la démarre pour la première fois, on a un affichage similaire avec un bouton, avec des applications, avec des trucs ici, là, des notifications, l'horloge. Mais on peut le personnaliser à l'infini, quasiment sur tous les environnements, à part peut-être sur GNOME et Unity, mais enfin bon, ça c'est mort. À part peut-être donc sur GNOME et certains autres que j'ai pas en tête, mais sinon beaucoup, genre Cinnamon, KDE, parce que je prends ceux qui sont sur cette forme-là. Cinnamon, KDE, tout ça on peut les personnaliser à l'infini. C'est pas du tout le cas avec Windows. Windows, on est plus ou moins contraint. Alors oui, on peut déplacer la barre, on peut la mettre sur le côté ou sur l'autre côté ou en haut. Enfin bon, youpi. Mais on est plus ou moins contraint de garder la même forme, d'avoir toujours dans cet ordre menu, application ouverte, tout ça, tout ça. Même si c'est vrai que pas beaucoup de gens personnaliseraient si c'était possible à fond. Enfin, c'est possible en passant par des logiciels additionnels un peu chelous, mais bon. C'est vrai que peut-être peu de gens personnaliseraient si c'était plus accessible, disons, mais enfin bon, voilà, c'est une fonctionnalité qui manque grandement. Et il y a d'autres, c'est un petit peu ça aussi, ils s'en foutent un petit peu de l'expérience utilisateur, c'est un petit peu, ben voilà, on a ça, démerdez-vous avec. Adoptez-nous, quoi. C'est-à-dire que Windows, c'est un petit peu l'utilisateur de s'adapter au système d'exploitation, alors qu'avec Linux, c'est un petit peu le système d'exploitation qui s'adapte à l'utilisateur, c'est l'inverse. Là, on a l'impression qu'ils s'en foutent un petit peu de l'expérience utilisateur. Par exemple, tout arrive plus tard. Non, les espaces de travail. Alors, donc ça, là, c'est très bien. Hein. Très bien que ce soit une fonctionnalité, mais juste ce truc, ça fait plus de 10 ans avant Windows 10 que ça existait déjà dans Linux. Pareil pour macOS, ça fait au moins 10 ans. Bon, je sais pas pour macOS parce que je l'utilise pas personnellement, mais je sais que ça fait au moins 10 ans. Ça existe depuis super longtemps, mais Windows, c'est un truc que j'avais pas pensé avant Windows 10. Après, il y a ce truc bien, comme par exemple, c'est dynamique. Voilà, on peut créer, on peut fermer, voilà. Hein, c'est complètement à la volée. Bon, ça existe sur GNOME, ça existe sur Cinnamon aussi, hein, par exemple. Mais bon, voilà. Ça, voilà. Pourquoi ça arrive seulement dans Windows 10 ? Le Windows Store aussi. Ça pareil, hein, l'App Store et puis les équivalents sur Linux, ça fait très longtemps que ça existe. Windows Store, c'est avec Windows 8. Et il y a encore pas beaucoup de choses dedans. Bon, enfin, quoi que je sais pas, hein, dernièrement, si ça s'est amélioré ou quoi, parce que je suis pas un grand utilisateur de Windows, comme vous l'avez compris. Mais ben voilà, ça manque encore, et puis ça arrive très très tard. Là, j'ai pas forcément d'exemple de ce qui pourrait manquer. Ce qu'on retrouve dans d'autres systèmes qui pourraient manquer par la personnalisation. Voilà. Mais à l'époque, hein, en 2012-2013, l'époque de Windows 7, Windows 8, je critiquais, je disais que je critiquais complètement le fait qu'il n'y ait pas d'espace de travail dans Windows. Donc c'est pas comme certaines mauvaises langues pourraient suggérer que après coup, quand ils ont rajouté une fonction, je me dis ça aurait dû y être avant. Non, c'est déjà à l'époque, je disais il devrait y avoir les espaces de travail dans Windows. Ils l'ont mis, mais trop tard. Là, bon, j'avais une idée l'autre fois, mais je l'ai pas noté, c'est con. J'avais une idée, si elle me revient quand je fais le montage, je mettrai un sous-titre. Mais donc une idée de trucs présents dans macOS et plusieurs distributions Linux et qui devraient être présents dans Windows, mais qui ne l'est pas.
un autre truc aussi qui est chiant, enfin ça c'est seulement en tant qu'utilisateur de Linux, c'est les drivers. Sur Windows, il faut des drivers pour tout. Par exemple pour une carte Wi-Fi, truc comme ça. Mais ça c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément habitué quand on vient de Linux, parce que mis à part les cartes graphiques et les imprimantes, qui requièrent presque tout le temps l'installation de drivers sur Linux, la plupart du temps c'est plug and play quoi. Si on prend un truc, on le met dedans, voilà c'est bon, ça fonctionne. Et sur Windows il y a encore beaucoup de choses pour lesquelles on a besoin d'installer des trucs supplémentaires. Alors je sais que c'est parce que, même si je m'y connais pas forcément et je connais pas forcément comment ça fonctionne en détail, c'est construit de manière complètement différente et l'architecture de Linux permet ça alors que celle de Windows ne me permet pas vraiment. Mais d'un point de vue d'utilisateur seulement, c'est vrai que ça fait chier. C'est-à-dire par exemple, imaginons que j'ai plusieurs PC et que je veux relier qui n'ont pas de Wi-Fi, dans des PC fixes qui n'ont pas de Wi-Fi, et je veux en relier un internet vite fait mais je peux pas mettre de câble. S'il est sur Windows, c'est pas grave. J'ai une carte PCI Express Wi-Fi sous la main. S'il est sur Linux, je mets la carte dedans, je me connecte tranquille, voilà c'est bon. S'il est sur Windows, je mets la carte dedans, mais là il faut les drivers. Et comment est-ce que je le fais sans réseau? Parce que c'est paradoxal quand même, il faut que j'aille sur internet pour télécharger des drivers qui me permettent d'aller sur internet après. Donc je veux bien comprendre qu'il n'y ait pas 36 solutions pour récupérer des drivers et qu'il faille aller sur internet à un moment donné, sauf si on a un vieux CD driver qui traîne quelque part. Mais juste, c'est frustrant quand même quand on est habitué à ce que tout fonctionne plug and play et qu'on arrive sur Windows et qu'on a besoin d'installer des trucs partout. Un autre truc dont je voudrais parler aussi, c'est le système de mise à jour, mais qui est horrible. Mais ça, des mises à jour complètement random, des points, je ne s'attend pas, la plupart du temps c'est le loi de Murphy ou le karma ou je sais pas quoi, appelez ça comme vous voulez, mais pile dans les moments où on a besoin que le système démarre ou arrête ou redémarre rapidement, là il arrive des mises à jour. Bon, ça évidemment, c'est paranoïaque de penser que systématiquement dans les moments où on a besoin de la rapidité du truc qu'arrivent les mises à jour, mais c'est vrai que c'est perturbant de ne pas. Alors je sais que c'est personnalisable évidemment dans les paramètres, la fréquence à laquelle on va faire les mises à jour, mais même, là, je veux dire sur Linux, gestionnaire de mise à jour, faire les mises à jour quand tu veux. Windows, pas quand tu veux. C'est quand tu veux à un certain niveau, quoi. Sélection des plages horaires. Enfin bon. Mais encore ça, je sais pas. C'est un pote utilisateur de Windows qui m'a dit que je sais pas du tout parce que j'ai pas du tout regardé dans les paramètres comment ça marche pour régler son PC pour qu'il fasse les mises à jour à un moment particulier. Enfin, et ouais. Bah après, sinon, le dernier point que je vais évoquer, parce que la vidéo elle commence déjà à être assez longue là, 20 minutes presque, c'est bien sûr le. Bon, ça tout le monde en parle, et puis c'est un petit peu ce qui pousse de plus en plus de gens à délaisser Windows, c'est l'atteinte à la vie privée et aux données personnelles. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a eu énormément de trucs qui ont été faits sur YouTube ou même ailleurs avec des tests qui sont faits pour voir quelle fréquence le PC se connecte sur le serveur de Microsoft pour envoyer des trucs et tout. C'est désactivable, c'est vrai, mais ça devrait pas être une option même. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se faire chier à les désactiver, parce que ceux qui disent que c'est désactivé, évidemment c'est des gens qui s'y connaissent, pour eux c'est rien de le faire, mais il y a vraiment des gens qui s'y connaissent pas du tout. Enfin, bon, la plupart du temps, même sans stigmatiser, la plupart du temps ça va être des personnes âgées qui savent pas forcément comment fonctionne un ordinateur dans tous ses détails et qui vont quand même se faire prendre des données personnelles de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est désactivable, même si bon, ça a été fait encore une fois des expériences avec des machines virtuelles, que même en désactivant tout ce qui est désactivable dans les paramètres, à la fin il y a quand même des trucs qui partent, des données qui s'échangent quoi, mais même ça devrait, à la limite que ce soit activable, désactivé par défaut mais activable, enfin un peu absurde, mais on peut penser que certaines personnes ont envie volontairement de donner leurs données, mais c'est débile. Mais justement, le fait qu'on trouve ça débile, que des personnes seraient prêtes à activer des trucs pour envoyer leurs données, ça montre que ça ne devrait pas être activé.
activé par défaut, ça ne devrait pas être le cas. Surtout, c'est un produit payant, comme ça rappelle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est complètement payant. C'est-à-dire qu'un truc gratuit utilise des méthodes un peu douteuses, disons, pour pouvoir se financer. Bon, clairement, je serais le premier à gueuler contre et à le dénoncer, mais on va comprendre. Windows, c'est bon, ça coûte super cher, c'est Microsoft, c'est une compagnie qui a énormément de fric. Enfin, au bout d'un moment, ils n'ont pas forcément besoin de vendre des données personnelles pour gagner de l'argent. Bon, voilà. Voilà, je vais finir sur ça, sur les données personnelles, puisque de toute façon, je pense que pas beaucoup de gens seront restés jusqu'à la fin, et c'est le point le plus souvent partagé. J'ai partagé mes autres points avant, donc c'était juste petite, pas vraiment un coup de gueule, une petite vidéo comme ça, de la vie de Windows, d'un utilisateur de Linux. Voilà, donc je vais vous dire salut à tous, à la prochaine. Si vous êtes intéressé du coup par Linux, si vous ne connaissez pas, vous pouvez voir d'autres vidéos, j'en ai fait pas mal sur Linux, bon, plutôt des présentations de distribution, c'est vrai. Vous pouvez aller voir, normalement vous avez une vidéo qui doit s'afficher quelque part sur l'écran. Puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour participation au développement. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.